Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'ère anglophone. Collection dirigée par Serge Ricard. Cette collection entend s'ouvrir aux multiples domaines d'un vaste champ d'investigation, caractérisé par la connexion idiome-culture, auquel les spécialistes formés en langue, civilisation et littérature dite anglo-saxonne donnent sa spécificité. Il s'agira d'une part, de mieux faire connaître des axes de recherche novateurs en études britanniques, américaines et canadiennes, et d'autre part, de répondre à l'intérêt croissant que suscitent les cultures anglophones d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, sans oublier le rôle de langue véhiculaire mondiale joué par l'anglais aujourd'hui. À cette fin, les domaines privilégiés seront l'histoire des idées et des mentalités, la sociologie, la science politique, les relations internationales, les littératures de langue anglaise contemporaine, le transculturalisme et l'anglais de spécialité. Dernière parution. Michel Morel, Éléments d'axiocritique. Prolégomène à l'étude du texte et de l'image, 2015. Clémentine Tholasdisset, Le cinéma muet américain et ses premiers récits filmiques, 2014. Marie-Claude Feltesstriger, L'Indien millionnaire, Renaissance d'une tribu, 2014. Claire Delahaye, Serge Ricard, L'héritage de Theodore Roosevelt, Impérialisme et progressisme, 1912 à 2012, 2012. John Mullen, La chanson populaire en Grande-Bretagne pendant la Grande Guerre, 1914 à 1918, The Show Must Go On, 2012. Annie Oussetstkrief, Les Juifs américains et Israël. De l'IPAC à J Street, 2012. Daniel Gallagher, d'Ernest Hemingway à Henry Miller. Mythes et réalité des écrivains américains à Paris, 1919 à 1939, 2011. Fiona McMahon, Charles Reznikoff, Une poétique du témoignage, 2011. Emma Renault, Mary Beale, 1633 à 1699. Première femme peintre professionnelle en Grande-Bretagne, 2010. Timothy Whitton, Ken le Rouge et la mairie de Londres. Du Greater London Council à la Greater London Authority, 2010. Préface. Cet ouvrage, qui s'annonce modestement comme une anthologie, atteint des objectifs plus ambitieux. Au rebours de tant de siècles de déni de la présence indienne au monde, Nelsia Delanoë et Joël Roskovski s'attachent à suivre le chemin que tracent les études d'ethnohistoire, s'accordant en cela à la pensée des Amérindiens eux-mêmes, dont elles transmettent les paroles. Le titre de leur ouvrage annonce les idées fortes qui courent à travers ces pages. Non, les Indiens ne se sont pas évanouis sous la pression d'une civilisation colonisatrice conquérante. Non, ils n'ont pas subi passivement une histoire qui en faisait de pures victimes. Oui, ils sont un peuple, ou des peuples, distinction importante sur laquelle il faudra revenir, animés d'un vouloir vivre qui leur a permis de résister aux tentatives de destruction et de naturalisation. La politique qui fut longtemps menée à leur encontre, en prétendant les absorber dans la culture américaine, visait à les dépouiller de la leur et à les transformer comme, si l'on peut oser cette comparaison, on transforme pour mémoire et pour gloire, le gibier chassé en trophée naturalisé, en n'en gardant que l'apparence bourrée d'artifices. Le projet de naturaliser les Indiens, qui avait été adopté par la politique américaine dans le grand mouvement assimilationniste de la fin du XIXe siècle, visait en les réifiant à les priver de leur propre identité, pour tout dire, de leur humanité. Nelsia Delanoë et Joël Roskovski campent sur des positions et une méthodologie qui s'apparentent à la nouvelle histoire indienne. Comme leurs pères de notre temps, elles reconnaissent aux Amérindiens la position de sujet de leur propre histoire. En empathie avec les autochtones, elles les suivent dans la persistance avec laquelle ils ont lutté et luttent encore contre l'outrage fait à leur identité et à leur dignité. L'histoire immédiate clôt l'ouvrage non sans poser au lecteur des questions majeures. Lorsqu'en 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones, n'a-t-on pas sauté brusquement, de l'histoire infranationale ainsi que multiculturelle des autochtones aux États-Unis, à une mondialisation de la question de l'autochtonie et de ses rapports aux États qui sont aujourd'hui sommés par la morale onusienne de restituer aux Premières Nations leurs biens et leurs droits? Histoire mondialisée, histoire immédiate, histoire en devenir. Les questions qui se sont posées quant aux autochtones d'Amérique ne se posent-elles pas à neuf lorsque l'on crée une catégorie qui englobe les autochtones de par le monde?
On peut d'ores et déjà dire que la question états-unienne de l'autochtonie a pris une dimension mondiale. Reste toutefois, et nos deux historiennes ne négligent pas cette question cruciale, que le concept d'autochtonie est de plus en plus ambigu à mesure que se posent de façon de plus en plus complexe des problèmes d'identité individuelle et collective nouveaux. Dans sa dernière partie, en effet, la présence indienne aux États-Unis nous entraîne dans un nouveau questionnement sur l'identité et l'appartenance nationale des autochtones américains tout en laissant, bien entendu, en suspens la réponse à la question: qui peut prévoir ce que réservera l'avenir à la déclaration de 2007? Quel sera son poids sur l'histoire des nations? Pour l'heure, le souci et le devoir du chercheur en études amérindiennes est de démontrer la réalité d'une lutte menée sans discontinuer par les autochtones contre les tentatives de destruction physique et spirituelle qui ont été menées à leur encontre. Ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont devenus, c'est au cours d'une histoire qu'ils ont partagée avec celle de la nation qui s'est créée sur leur sol et qui a tenté d'absorber leur histoire dans la sienne. Or, ce que disent les Amérindiens du déroulement de cette histoire dans l'environnement américain, c'est la longue résistance qu'ils ont menée contre les violences, les offenses, le déni qui fut fait de leur présence sur le continent américain et de leur droit à poursuivre une existence reconnue à l'égal de tous les peuples de la planète. En retour, si leur histoire fait partie de celle des États-Unis, l'histoire des États-Unis serait inconcevable hors de la présence des Indiens. C'est sur les terres de chasse et de culture, sur les lieux de vie des peuples autochtones que les colonies dépêchées par les monarques européens ont pris racine et ont prospéré. C'est dans la rencontre avec ceux qu'il a nommés par mégarde des Indiens que le monde euro-américain a élaboré sa conception d'un autre qui lui serait hostile, inférieur, étranger par essence. C'est lors de l'adoption du budget fédéral par le Congrès qu'est votée jusqu'à nos jours la part qui sera versée au Bureau des Affaires indiennes chargé de distribuer les subventions aux réserves au prorata de leur population. Il serait donc aberrant de continuer à ignorer cette population d'exception, paradoxalement mais inéluctablement, insérée dans l'activité politique fédérale. L'anthologie polyphonique de cet ouvrage ne se contente pas de restituer la vérité d'une histoire commune. Elle met en évidence la personnalité de ces peuples qui ont réussi, par-delà l'affrontement mortel avec leurs envahisseurs, à imposer la vitalité de cultures renaissantes dont la présence est aussi singulière que multiple. Car réintégrer les peuples autochtones dans l'histoire américaine ne signifie pas pour autant abolir leur spécificité ou nier leur dynamisme propre, y compris même au moment de leur plus grande faiblesse, lorsque des épisodes comme le massacre de Wounded Knee en 1890 les désignaient comme pures victimes d'une histoire dans laquelle les États-Unis figureraient à jamais les vainqueurs. Certes, le mode de la tragédie selon lequel se joue l'histoire amérindienne comporte une grande part de vérité, et il ne faut pas oublier que c'est en tant que victimes que les autochtones ont figuré dans l'histoire à double face des États-Unis. Mais l'histoire exclusivement victimaire qui occupa longtemps l'historiographie dominante ne doit plus étouffer la réaction des Indiens au mal qui leur fut porté. Le défi à l'oubli que se veut cet ouvrage est aussi une réhabilitation par une mise en lumière de ce qui fut longtemps scellé. La présence des Indiens qui ne se laissa jamais effacer, par exemple des rapports du Bureau des Affaires indiennes, ou des correspondances entre hommes politiques, ou des archives des États qui se fondèrent par spoliation des territoires autochtones, ou des actes du gouvernement fédéral qui leur doit, par substitution de propriété et de souveraineté, sa légitimité nationale. Partie prenante, ou plutôt donnante ou dérobée de l'histoire américaine, les Amérindiens ont donc joué une partie à deux avec l'État-nation américain, dont ils ont été jusqu'au siècle dernier désignés, au pire comme l'adversaire ontologique ou l'envers du bien qu'incarne la nation providentielle. Au mieux comme l'ancêtre primitif, le premier venu, le primitif innocent, puis plus récemment l'authentique allié de la nature vierge. Tout stéréotype aujourd'hui rejeté grâce à la volonté des Indiens de se défaire de l'image mythique, qui venait justifier un traitement politique et social discriminant. Les mêmes Amérindiens, tout en se reconnaissant d'un bout à l'autre du continent, défigurés et maltraités par un ennemi commun qui les vouait à une même destinée funeste, parvinrent aussi, outrepassant la politique pan-indianiste de résistance, à faire reconnaître par le monde que les Indiens sont en effet pluriels, non seulement par leur démographie croissante, 5,2 millions au recensement de 2010,
mais aussi et surtout par leur diversité ethnique ou nationale reconnue aujourd'hui par le gouvernement fédéral et les instances internationales comme tribus, bandes, villages, nations, réserves. Du fait qu'elles ont eu affaire, au cours de leur histoire, à un État-nation avec lequel elles ont eu et ont encore des rapports de gouvernement à gouvernement, comme le soulignent les visites que font les chefs de tribu à Washington, depuis l'ère du premier président des États-Unis, George Washington, jusqu'à y compris à celle du président Obama, la multiplicité et la diversité de ces populations se doublent, jusqu'à un certain point d'une unicité de leur destin, lequel faillit être complètement interrompu dans la fin du XIXe siècle. Le phénix, symbole omniprésent, les montre renaissant de leurs cendres grâce à leur résistance continue au cours des siècles, à ce que l'on appelle leur résilience ou leur résurgence, selon le choix lexical du moment. Il est utile ici de mentionner que l'ouvrage de Nelsia Delanoë et Joël Rostkowski est une nouvelle version d'un livre paru une première fois dans les années 1980 et réédité. Comme tel, il bénéficie dans son évolution au cours du temps, de l'insertion progressive dans le nouveau courant historiographique, faisant fi de l'histoire victimaire, du stéréotype, de la réification des victimes. La nouvelle histoire amérindienne, alliée à l'ethno-histoire, restitue aux Amérindiens, comme on l'a dit plus haut, leur propre rôle d'acteurs de l'histoire, répondant ainsi aux revendications qu'ils ont partagées avec les minorités américaines au temps des années de révolte contre la guerre du Vietnam et le déni de la démocratie. Cette nouvelle histoire, cette affirmation de soi, elle fut endossée et initiée par de grands auteurs amérindiens cités ici dans l'anthologie, tels que Luther Standing Beer ou Vine Deloria Jr., et tant d'autres. Les historiens et les ethnologues, réunis sous le terme d'ethno-historiens, ne sont pas sans avoir contribué à cette réhabilitation des Amérindiens. Ainsi, N. Delanoë et J. Rostkowski ne renient pas une ancienne tradition qui, à l'instar de Terry McLuhan, s'appuyait sur une présentation admirative de discours, de poèmes, de prophéties et de divers textes indiens, les dotant ainsi d'un statut d'icône largement mythifié. N. Delanoë et J. Rostkowski, en revanche, sans renier cette tradition, donnent à leur anthologie un support épistémologique plus rigoureux, et en font l'instrument d'une ethno-histoire qui cherche à faire dialoguer les deux interlocuteurs d'une histoire partagée. En parcourant les textes de la présence indienne aux États-Unis, on entend la voix des autochtones résonner à l'unisson du commentaire donné en contexte par les historiennes, et lui apporter un surcroît poétique qui est le propre de la voix indienne. C'est ainsi qu'en filigrane se dessine dans les textes qu'elles ont réunis, la présence et l'histoire d'une identité autochtone. Suivant la voix indienne de la mémoire qu'elles inscrivent en exergue dans l'introduction, les deux ethno-historiennes font entendre les multiples, les innombrables voix indiennes qui chuchotent d'un bout à l'autre des grandes plaines la prophétie du Paiute Wovoka, lorsque celui-ci, dans les années 1880, annonçait l'ultime retour du bison et des Indiens morts. Cette voix indienne, N. Delanoë et J. Rostkowski lui font elles-mêmes relever le défi à l'oubli, dans lequel l'historiographie d'autrefois, s'ajustant de près à la politique américaine, avait tenté de les jeter. La nouvelle histoire amérindienne n'est cependant pas tout à fait parvenue à ses fins. Le problème complexe des sources reste à résoudre puisque les langues parlées par les Amérindiens étaient toutes non écrites, si l'on ne tient pas compte des 2 ou 3 calendriers formels, tels que les Winter Count des Kiowas ou surtout les pictogrammes retraçant les événements majeurs du groupe sur peau de bison ou de daim. Reste donc l'accès aux sources écrites par les missionnaires, les militaires, les commerçants ou les chasseurs qui eurent affaire aux autochtones et comptèrent sur divers supports les rencontres avec des interlocuteurs dont ils traduisirent, transcrire et surtout, trahir, les discours et les comportements selon leur propre conception du monde et des autres hommes. De ces sources, on peut tirer 2 moteurs différents pour aborder l'histoire. La première méthode, qui est celle adoptée ici, présente une anthologie des textes, surtout pour les plus récents, qu'ils soient venus directement du discours autochtone ou qu'ils aient été répétés dans des récits par des témoins et auditeurs de ces discours. L'histoire est alors dans les mains de l'auteur de l'anthologie, ici nos 2 auteurs N. Delanoë et J. Rostkowski, celle-ci se chargeant d'interpréter et de compléter le contexte des discours et autres extraits fournis en appui à l'histoire. Une autre méthode consisterait à écrire l'histoire à partir des sources elles-mêmes, choix plus difficile parce que les sources provenant directement des autochtones sont rares et que celles qui ont été recueillies par leurs interlocuteurs euro-américains ne présentent pas toute garantie d'authenticité. Cependant,
Grâce à l'ethnohistoire, complément anthropologique de l'histoire classique, les ethnohistoriens parviennent à rendre la parole aux autochtones, qui trouvent alors leur place d'acteurs à part entière dans une histoire qui inclut les peuples habitant le même territoire géographique. Le caractère novateur de cet ouvrage est dû en partie au climat que fit régner, dans les années 1980, un groupe de chercheurs euro-américains réunis presque incidemment à Amsterdam en septembre 1979 dans le cadre de la European American Studies Association, et longtemps ensuite conduit par l'historien américain Wilcon Washburn, directeur de l'Institut d'études américaines rattaché au Smithsonian Institute à Washington, D.C., et ethnologue autrichien Christian Fest, alors directeur du Museum für Völkerkunde à Vienne. La recherche sur les Amérindiens était alors réservée à un tout petit nombre d'anthropologues, et encore ceux-ci s'intéressaient-ils surtout aux autochtones d'Amérique du Sud. Ce workshop, aujourd'hui autonome, comprend de nombreux membres de par le monde occidental, et mène des activités toujours plus riches et souvent innovantes. C'est en grande partie la générosité, l'esprit de tolérance de Washburn, sa curiosité toujours présente pour les travaux des plus jeunes chercheurs, son affabilité et sa fidélité qui, malgré, ou même grâce aux vifs débats que suscitaient nos convictions politiques divergentes, nous ont portés à le nommer non sans quelque ironie, mais avec tendresse, père fondateur de notre petit groupe à ses débuts. Pourquoi évoquer ainsi Wilcon Washburn à l'orée de ce livre fait d'une combinaison d'anthologie amérindienne et de réflexion d'historien? C'est parce que cet ancêtre, décédé en 1997, reste l'un des auteurs les plus pertinents sur l'histoire juridique des relations entre le gouvernement américain et les Amérindiens, et que c'est en cette qualité qu'il a soutenu et estimé dès leur début en indianité, Joël Roskovski et Nelsia Delanoë, parmi les plus éloquentes des ethno-historiennes de ces 30 dernières années. L'auteur de cette préface remercie ici les auteurs de lui offrir cette opportunité de rendre hommage au guide bienveillant qu'il fut pour elle aussi. Pragmatique, imprégné de la foi dans une destinée manifeste universaliste des États-Unis, Wilcon Washburn fut un ardent défenseur du New Deal indien. Ce furent là les termes d'un désaccord qui n'empêcha pas la collaboration enthousiaste et l'effort soutenu du groupe vers une autre conception des Indiens. Une réévaluation de l'histoire croisée entre ceux-ci et les États-Unis. On retrouve les questionnements de ces jeunes années dans le présent ouvrage, et l'on voit bien, d'après le penchant qui s'y expose, que l'histoire des Amérindiens amène à se poser des questions que nous trouvons ailleurs et autrement posées dans l'historiographie occidentale. Et pour commencer à la question, qui que sont les Indiens? Ou encore, de quand date leur immigration interdite plus tard américaine? On répond en se tournant vers l'archéologie ou la paléoanthropologie, alors que, s'agissant par exemple des Gaulois, ou des Vikings ou des Celtes, la démographie historique se fait place. Ces remarques sont certes approximatives dans leur effet comparatif, puisqu'elles n'offrent encore aucune certitude, alors que ceux que l'on en vint à nommer des WASPs, comme ceux qui sont les fils de la diaspora africaine, relèvent de sciences historiques, démographiques, comptables et peu sujettes à l'erreur. On en vient donc à exposer les doutes qui saisissent le chercheur lorsqu'il prétend parler des autochtones et de l'autochtonie, et qu'il se heurte alors à la définition que recouvrent ces termes dans la pensée et les langues occidentales, peuple issu, au sens propre selon certains mythes de création amérindiens, du centre de la Terre. Peuple premier dont la présence antérieure à tout autre sur le continent nord-américain oppose à celle de peuples immigrés, la migration de ces derniers authentifiant en quelque sorte le statut de sédentarité continentale affirmé par les autochtones eux-mêmes. Pourtant, c'est de la sédentarité que se sont réclamés les nouveaux venus européens,
lorsqu'ils ont dénié aux autochtones le droit à la propriété de la terre en tant que nomades. Cette complexité lexicale, qui a embarrassé longtemps le groupe de travail chargé de rédiger la Déclaration des droits des peuples autochtones par l'ONU qui fut finalement adoptée en 2007, est en fait bienvenue à nos yeux. Si le terme autochtone renvoie à la fois à une sédentarité du fait de son attachement ontologique à un espace défini par la géographie traditionnelle sacrée, et dans la terminologie onusienne aussi bien qu'indigène, à la notion d'antériorité dans l'immigration sur cette même terre, alors aucune excuse ne peut être avancée à la discrimination, à la déportation, à la dépossession, à la violence comme il s'en est produit maints exemples au cours de l'histoire des peuples colonisés. Il n'est peut-être même pas souhaitable qu'un autre terme soit substitué à celui d'autochtone, hormis les versions anglophones, francophones et hispanophones qui désignent dans ses descendants de l'Amérique vierge des natifs, des Premières Nations, des Indigenous People, des Indios ou Indios. Le flou lexical qui entoure la manière dont les chercheurs aussi bien que les politiques et les autochtones eux-mêmes désignent les Indiens s'est en effet affranchi des rigidités d'une époque politiquement correcte, où par une sorte de nominalisme revisité, le nom faisait lettre. L'une des marques du chemin parcouru au cours des dernières décennies est la légèreté avec laquelle certains des autochtones les plus soucieux de leur identité accueillent désormais sans sourciller le nom générique des ' indiens, car ils se savent aussi et d'abord Chippewa ou Cherokee, Osage ou Mohawk, Navajo ou Lakota. La présence indienne au monde d'aujourd'hui, c'est d'abord en effet la reconstruction ou la renaissance de l'identité des Indiens. Une identité faite de multiples appartenances affirmées et reconnues. Le dernier chapitre du livre de Ndelanoë et Jiroskowski nous met face à une présence actuelle et réelle des natifs américains, dont les nations, comme celle des Cherokees, sont le fruit d'une histoire dont le présent se nourrit. La partie contemporaine de ce livre réussit ainsi la synthèse méthodologique entre texte et contexte, qui peut être vue comme la voix indienne d'une rencontre au présent entre histoire et mémoire. Elise Marienstra. Introduction. It is in remembering that our power lies, and our future comes. This is the Indian way. Annalie Walters, Paoni Otto. C'est le 12 octobre 1492, il y a plus de 5 siècles que les 3 caravelles de Christophe Colomb, la Santa Maria, la Pinta et la Nina accostèrent sur une petite île des Caraïbes, probablement Guanahani, aujourd'hui connue sous le nom de San Salvador. Le navigateur amorçait ainsi la découverte, terme aujourd'hui contesté par les Amérindiens, et la conquête du continent américain d'un monde qui, selon l'expression de Lévi-Strauss, n'était pas prévu. C'était la rencontre de 2 continents séparés par des océans immenses, la confrontation de 2 humanités restées étrangères l'une à l'autre pendant des millénaires. L'homme avait enfin cerné toutes les terres habitées, mais l'autre était apparu sur sa route. De la méprise initiale de l'explorateur, parti à la recherche d'une voie maritime le menant vers le continent indien par l'ouest, découla le premier malentendu historique de la rencontre des 2 mondes. Les Arawaks de Guanahani, puis tous les autochtones, furent baptisés indiens. Y compris le millier de groupes ethniques parlant quelques 200 langues distinctes au nord du Rio Grande. Aujourd'hui, ceux qui s'identifient comme Iroquois, Navajo, Lakota sont encore, aux yeux du reste du monde, des Indiens. Vouloir parler de ces Indiens dans l'histoire américaine, c'est poser une série de questions délicates tant du point de vue de l'épistémologie que du point de vue de l'histoire américaine elle-même. Et tout d'abord, qui sont les Indiens? D'où viennent-ils? Combien étaient-ils avant la conquête? De ces premières questions et de leurs réponses découle la suite. Au fil des siècles passés, quelles ont été les relations entre le gouvernement fédéral et les premiers Américains? Fondé en rupture avec une métropole coloniale, la Grande-Bretagne, le gouvernement américain a longtemps reconnu dans les Amérindiens des nations souveraines, propriétaires à part entière des terres américaines. C'est ainsi qu'il a signé avec ces nations des traités de transfert des droits de souveraineté, témoins, avec nombre d'autres documents officiels, de la dette que l'État américain a contractée à tout jamais à l'endroit de ces nations. La question demeure de savoir comment la jeune République a pu concilier cette reconnaissance et ses principes éclairés, avec son désir de devenir un État-nation en constante expansion territoriale et économique.
Depuis un demi-siècle, de nouvelles données archéologiques, démographiques, biologiques et génétiques ont enrichi notre connaissance de l'histoire des peuples sans histoire. Ainsi la puissance du numérique a-t-elle libéré la recherche et contribué à l'évolution des mentalités. Pourtant, si certaines conclusions demeurent encore partielles, celles qui sont validées ont toujours du mal à être acceptées par le grand public et leur vulgarisation piétine. Les implications théoriques de ces découvertes mouvantes sont sans doute d'importance, qui permettent aux uns de parler du progrès de l'histoire, aux autres de cycles de l'histoire, à d'autres encore des mystères de l'histoire. Ainsi, selon les uns, les Indiens seraient originaires du continent américain, ce qui ferait d'eux des Américains absolus. Tandis que selon la théorie la plus largement acceptée, les Indiens descendraient de peuples sibériens et mongoloïdes marginaux. Ceux-ci auraient émigré de l'Asie vers l'Amérique il y a 10 000 ans au moins, et plus vraisemblablement il y a 40 000 à 50 000 ans selon les dernières estimations. Cette migration se serait faite au long des siècles et au fil de fluctuations climatiques planétaires du Pléistocène, 4 longues périodes de glaciation qui recouvraient les terres et gelaient les eaux, abaissant ainsi le niveau des mers. Au cours de la dernière avancée de ces glaces, un isthme aurait servi de pont entre l'Alaska et la Sibérie actuelle, pont recouvert de nouveau depuis quelques 8000 ans. C'est par cette voie que troupeaux fabuleux, bisons, élans, chameaux, et chasseurs auraient gagné ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Monde. Comment se sont-ils répartis? Du nord au sud ou du sud vers le nord? Quelles voies ont-ils prises? Là encore, les théories divergent. On s'accorde toutefois pour dire que ces peuples auraient circulé lentement, et en fonction de leur environnement. Ils seraient descendus le long de la côte du Pacifique, les uns bifurquant vers le centre et l'est, d'autres poursuivant vers le sud, d'où certains seraient remontés ensuite. Ce qui est sûr, c'est que ces populations, dont les foyers sont étirés sur un continent immense qui va de l'Arctique à l'Antarctique, sont de souche commune et ont conservé des caractéristiques comparables génétiques et culturelles. Parmi celles-ci, il faut relever le mode de vie collectif, et un sens collectif de la propriété de la terre et de ses ressources. Ces données sont en effet encore aujourd'hui au cœur des différends entre sociétés amérindiennes et euro-américaines. Autre grande question, combien étaient-ils avant la conquête? Les chiffres varient énormément. On retient généralement des chiffres minimalistes, 1 à 2 millions, moyens, 3 à 4 millions pour les États-Unis actuels, et de 30 millions pour l'Amérique du Nord, comprise à partir du Nicaragua. Les chiffres maximalistes vont de 8 à 10 millions pour les seuls États-Unis, et jusqu'à 60 millions pour l'Amérique du Nord, toujours à partir du Nicaragua. Enfin, le premier recensement les concernant évalue à un peu plus de 250 000 le nombre d'Indiens vivant aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, à 1,5 million lors du recensement de 1980, 2 millions en 1990 et à 5 millions en 2010. Dès les premiers contacts et à partir de la période de la conquête, nous disposons d'une multitude de documents privés et officiels, mémoires, journaux de bord, relaciones, épîtres, sermons et bientôt livres, pamphlets, témoignages, minutes, traités, décisions des cours, débats au Congrès, rapports, que les Euro-Américains se sont apparemment fait un devoir de rédiger, offrant ainsi à leurs descendants ainsi qu'aux historiens une mine de renseignements pratiquement inépuisable. Nous avons choisi d'aborder ici l'histoire indienne comme dimension fondamentale de l'histoire américaine, et non comme l'un de ces cas de figure singuliers et obsolètes. Traditionnellement, les manuels d'histoire américaine se débarrassaient de l'histoire indienne en lui consacrant un chapitre préliminaire qui allait de quelques lignes à quelques pages, de la préhistoire à la fondation des États-Unis. Et n'y revenait plus. Depuis les années 1960 pourtant, les protestations des Amérindiens eux-mêmes, désormais plus nombreux parmi les étudiants, et les travaux des chercheurs, indiens et non-indiens, plus sensibles à l'histoire des Américains oubliés, ont fait leur place à ces peuples autochtones. Pour ce faire, ils sont revenus aux sources primaires, écrites et orales, et ont opté pour la pluridisciplinarité, particulièrement fructueuse en ce domaine. Ces apports sont d'autant plus nécessaires que l'histoire indienne demeure sans doute celle qui, dans l'imaginaire collectif, se traduit le plus souvent à coups de clichés et de formules simplificatrices. Naturellement spectaculaire, cette histoire est aussi celle que le cinéma américain a massivement investie, substituant ces scènes hollywoodiennes au réel, dévorées par le western.
C'est dans cette perspective d'un retour à une histoire indienne démythifiée et désenclavée que nous avons organisé la présentation des textes qui suivent et qui comprennent de nombreux documents émanant des Indiens eux-mêmes. Nous avons par ailleurs voulu faire apparaître à quel point l'existence de l'État américain est liée, encore aujourd'hui, à l'acquisition des terres indiennes, à leur exploitation et à la relégation spatiale, culturelle et politique des peuples amérindiens. Nous avons enfin rappelé en parallèle comment cette œuvre de longue haleine s'est constamment heurtée à la résistance de ces derniers. Cette résistance, étirée sur 4 siècles et tous azimuts, militaire, culturelle et politique, fut réputée écrasée à la fin du XIXe siècle lors du massacre de Wounded Knee en 1890. Cette capacité à résister avait certes été réduite comme une peau de chagrin, en raison du rapport de force de plus en plus inégal. Mais elle n'avait pas disparu. Non exempte de divisions et de contradictions, elle s'est traduite par une étonnante faculté d'adaptation et de mutation qui dément l'idée couramment admise de sociétés figées ou dégénérées. Qu'ils vivent en ville, majoritairement ou dans les réserves, les Indiens des États-Unis ont depuis les années 1960 sans cesse sur le métier remis l'ouvrage, 17 manifestations, pétitions, procès, occupations, campagnes de presse, publications. Depuis la fin du XXe siècle et encore plus en ce début de millénaire, les Indiens des États-Unis, comme ceux des Amériques en général, se font entendre haut et fort. Ils demandent des comptes et obtiennent qu'on leur en rende, tant par la voie des tribunaux américains que par les instances internationales. Voilà qui n'était pas prévu, non plus. Ce surgissement d'une force qu'on croyait perdue, ces questions vieilles de centaines d'années soudain remises à l'ordre du jour, droits des minorités, droits des peuples, droits des autochtones, accompagnés de propositions nouvelles. Avec la fin du XXe siècle sonnait l'heure des bilans. Si l'année 1990 marquait le centenaire du massacre de Wounded Knee, date à laquelle on fixe d'ordinaire non seulement la fin de la résistance armée des Indiens, mais aussi la fermeture de la frontière, ces événements ont été largement reconsidérés depuis. L'année 1992 correspondant au 5e centenaire de l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain, elle fut définie par l'UNESCO, à la demande des Amérindiens, comme celle de la commémoration plutôt que de la célébration de la rencontre des deux mondes, et le 12 octobre proclamée par les Nations Unies Journée des peuples autochtones. En ces débuts du XXIe siècle, basculant dans la globalisation numérique et néolibérale, l'histoire américaine et en particulier celle des Amérindiens offre des perspectives radicalement nouvelles qui ont à voir avec les paradoxes du développement, de l'écologie et du multiculturalisme. Ce millénaire et ce siècle nouveau sont, dès leur début, marqués par des événements majeurs. Ainsi de la somptueuse inauguration du National Museum of the American Indian, NMAI, en septembre 2004 au cœur de la capitale américaine. Peu après, c'est à Paris que s'ouvre en juin 2006 un nouveau musée dédié aux cultures des peuples premiers, le musée du Quai Branly, MQB. L'un et l'autre signent, de manière fort différente, un changement de paradigme dans la préservation et la présentation des œuvres des mondes autochtones. Ainsi, en avril 2014, le MQB inaugure-t-il une exposition majeure sur les Indiens des plaines artistes du ciel et de la terre. Cette dernière a ensuite été reprise au Metropolitan Museum de New York en mars 2015. Ces deux institutions prestigieuses ont présenté des trésors démontrant que la richesse de la culture matérielle et spirituelle de ces peuples, en constants échanges entre eux aux 4 coins du continent depuis la nuit des temps, avait de loin précédé l'arrivée des Européens. L'émergence de l'art amérindien contemporain atteste de la persistance et du renouveau de cette créativité. Sur le plan fédéral, la menace de voir réactiver la politique de liquidation des réserves, qui a marqué les années 1950, semble s'être dissipée. Quant à la progression des droits des Amérindiens sur la scène internationale, elle a abouti au sein des Nations Unies à la rédaction et à l'adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, étape importante même s'il s'agit d'un document non contraignant. Au cours de ces 2 mandats, le président démocrate Barack Obama a abordé la question indienne de façon directe et personnelle, en mettant en particulier l'accent sur son propre profil d'outsider. Ma mère était encore adolescente à ma naissance. J'avais 2 ans quand mon père nous a quittés. Je sais ce que c'est de se sentir marginalisé, ignoré et oublié, novembre 2009.
Multipliant ses rencontres avec les dirigeants indiens, le président Obama a pris à bras le corps, en concertation avec ces derniers, les questions de l'aide fédérale à l'éducation, au développement et à la défense de l'environnement en terre indienne. Ainsi, de nombreuses lois favorables à ces perspectives ont-elles été adoptées. Mais les affaires indiennes étant soumises au pouvoir plénier du Congrès, chaque changement de majorité peut remettre en cause ce qui a été fait. Avec tout mandat présidentiel s'ouvre en effet une page nouvelle et incertaine pour l'évolution de l'histoire indienne dans l'histoire américaine. Notre ouvrage s'intéresse donc à la survivance, terme popularisé par l'écrivain chippewa Gerald Vizenor, et célèbre ainsi la présence indienne aux Amériques. Rob. On se war Rob and stood straight at trees. It was said that the people of our world were strong and generous and knew peace. We were beautiful. We were Indian. Indios. Indios. It means in God. Remember it was Columbus who said that when I first saw our graceful life. It is how I received my name. But soon we were savages, beast animals. We were tortured in ways you don't want to hear. I am a wolf. That is my clan. I am what they feared. I am a woman from wild forest. And trees with the wind through green leaves. Yet he is a barbarian. Wore robe and stood straight at trees. I said I brought me out of barbarism. Into society. Out of superstition. Into civility. I wore robe and stood straight. But I did remove his words. They were en ugly clothes. I took off my memories. Now I try to undress a 500-year-old wound. Linda Hogan, poète et romancière Chicasso. In Indios Wings Press 2012 page 37. Chronologie. 1492, Christophe Colomb, génois au service de la royauté espagnole, arrive le 12 octobre à l'île de Guanahani, San Salvador et rencontre les Arawaks, c'est à eux qu'il attribua en premier le nom d'Indios. 1497, John et Sébastien Cabot explorent la côte est de l'Amérique du Nord pour le compte de la couronne britannique. 1513, Ponce de León, premier gouverneur de Porto Rico, accoste au sud de la Floride. C'est le dimanche de Pâques, Pascua Florida, d'où le nom qu'il attribue à la terre nouvellement découverte, qu'il prend d'ailleurs pour une île. 1527, l'expédition Narvaez en Floride, à laquelle participe Cabeza de Vaca, célèbre défenseur des droits des Indiens, est un désastre. Après un tragique naufrage, les 4 survivants, dont Cabeza de Vaca, parcourent le territoire actuel des États-Unis d'est en ouest jusqu'à la côte californienne et rejoignent Mexico. 1535, 7 septembre, Jacques Cartier arrive au Québec. 1539, le frère Marcos de Niza et le mort Esteban explorent le sud-ouest jusqu'au Nouveau-Mexique. 1539 à 1543, expédition d'Hernando de Soto dans le sud-est des États-Unis actuels. 1540 à 1542, expédition Coronado en Arizona dans le territoire actuel du Nouveau-Mexique, du Colorado, du Texas et du Kansas. De nombreux chevaux sont alors introduits en territoire indien. 1570, fondation de la Confédération des 5 nations iroquoises Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga et Seneca, auxquels s'ajouteront, en 1722, les Tuscaroras qui fuient la Caroline du Nord. 1585, arrivée de Sir Walter Raleigh et établissement de sa colonie à Roanoke. 1607 sur 105 colons anglais débarquent à Jamestown, dans l'actuelle Virginie, ainsi nommée en l'honneur d'Élisabeth, la Reine Vierge. Le capitaine Smith établit des relations cordiales avec Powhatan, chef de la puissante confédération du même nom. 1608, Champlain fonde le Québec. Powhatan est couronné par le capitaine John Smith. 1609, la pénétration du territoire des États-Unis actuels se fait à peu près simultanément par les Espagnols, les Anglais et les Français, fondation de Jamestown en 1607, de Québec en 1608, de Santa Fe en 1609. 1620, débarquement des pèlerins anglais du Mayflower à Plymouth. 1621, les pèlerins célèbrent une journée d'action de grâce, Thanksgiving Day. 1622,
Première rébellion indienne en Virginie, menée par Hope Shankhanoff, frère de Powhatan, après le décès de ce dernier. 1628, Londres, pétition des droits. 1636 à 1637. Guerre des Pequots, Connecticut, qui sont pratiquement exterminés par l'expédition Underhill avec l'aide des Narragansett. 1642 à 1646, guerre civile en Angleterre. 1649, exécution de Charles Ier, proclamation d'un Commonwealth. 1648 à 1651, guerre et victoire des Iroquois contre la Confédération des Hurons. 1675 à 1676, guerre de Metacom, chef des Wampanoag, dit le roi Philippe, en Nouvelle-Angleterre, qui dure 2 ans et se termine par la reddition de Metacom en août 1676. Ce conflit marque la fin de la résistance organisée des tribus du sud de la Nouvelle-Angleterre face aux colons. 1680, révolte des Pueblos dans le sud-ouest. 1682, les Delaware signent un traité de paix avec William Penn, le Quaker fondateur de la Pennsylvanie. Cette paix entre les Delaware et les Quakers dura plus de 60 ans. 1688, la Confédération iroquoise attaque Montréal. Londres, Glorious Revolution. 1692, procès des sorcières de Salem. 1692 à 1694, reconquête des pueblos indiens du nord de la Nouvelle-Espagne, Nouveau-Mexique actuel, par les Espagnols, menée par le gouverneur Pedro de Vargas. 1696, le territoire des Iroquois, Oneida et Onondaga, est envahi par l'armée du comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France. 1710, les Tuscaroras, Iroquois, déposent une pétition auprès du gouvernement provincial de Pennsylvanie. Ils souhaitent émigrer dans cet État car leurs terres, en Caroline du Nord, sont envahies par les colons qui les réduisent en esclavage. 1711 à 1712, guerre des Tuscaroras en Caroline du Nord. 1754, conférence d'Albany, des représentants de plusieurs colonies britanniques cherchent à s'assurer l'appui de la Confédération des Iroquois contre la France. Un plan d'union des 13 colonies, établi par Benjamin Franklin et dont on a dit qu'il aurait été inspiré par la Confédération iroquoise, y est discuté. 1755, victoire franco-indienne contre Braddock et Washington à Fort Duquesne. 1754 à 1763, guerre contre les Français et les Indiens, French and Indian War, qui oppose les Anglais et leurs alliés indiens iroquois aux Français soutenus par de nombreux groupes algonquins. La supériorité française à l'ouest ne peut empêcher la chute de Québec et la défaite de Montcalm. 1763, résistance de Pontiac, chef Ottawa. S'appuyant sur une coalition de tribus du sud des Grands Lacs, il fait tomber les forts britanniques à l'exception de Fort Pitt, Pittsburgh et de Détroit. Traité de Paris, qui entérine la défaite française et par lequel Louis XV abandonne son empire français d'Amérique, quelques arpents de neige, et tout l'est du Mississippi. Proclamation royale. George III, pour apaiser les Indiens ralliés à Pontiac, interdit l'installation des colons au-delà des Appalaches. 1775 à 1785, guerre révolutionnaire des 13 colonies. Les Indiens sont partagés entre le soutien aux Anglais et aux révolutionnaires. 1776, déclaration d'indépendance, guerre d'indépendance, publication de Common Sense de Thomas Paine. 1778, premier traité signé entre les États-Unis et une nation indienne, les Delaware. 1787, Constitution des États-Unis. L'article I section 8 stipule que le gouvernement fédéral se réserve le droit de réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les différents États et avec les tribus indiennes. Ordonnance du Nord-Ouest, qui affirme dans son article 3 que la plus grande bonne foi présidera toujours aux relations avec les Indiens. Le territoire du Nord-Ouest est divisé en États, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin et Illinois. 1791, les troupes du général Sinclair sont battues par une coalition d'Indiens Miami, Delaware, Shawnee, Chippewa, Potawatomi et Ottawa, menée par le chef Little Turtle. Ratification du Bill of Rights, rajouté à la Constitution américaine pour garantir les droits de l'homme. 1794, bataille de Fallen Timbers, défaite de plusieurs tribus indiennes dont les Ottawa et les Shawnee, menées par les chefs Blue Jacket et Tecumseh. 1795,
Traité de Greenville par lequel 12 tribus cèdent aux États-Unis les terres perdues à la bataille de Fallen Timbers. Une frontière permanente entre territoires indiens et américains est établie dans le territoire du Nord-Ouest. 1802. Le président Jefferson exhorte les Indiens à devenir fermiers. 1803. Jefferson achète la Louisiane à Napoléon. À la suite de cet achat, il s'efforce en vain de convaincre les Indiens de quitter le territoire de la Géorgie. 1804 à 1806. Expédition scientifique de Lewis et Clark vers le Pacifique. 1811. Bataille de Tippecanoe, Indiana. Le général Harrison l'emporte sur une coalition de nombreuses tribus. Cette défaite indienne compromet leur espoir d'endiguer le flot des colons vers l'ouest. 1812 à 1814. Guerre entre l'Angleterre et les États-Unis ou deuxième guerre d'indépendance. Le grand chef Shawnee Tecumseh s'allie aux Britanniques. 1813. Tecumseh est tué à la bataille de la Thames, en Ontario. 1814. Expédition d'Andrew Jackson contre une partie des Creeks et bataille de Horseshoe Bend, Alabama. Par le traité de Fort Jackson qui s'ensuit, les Creeks doivent abandonner la plupart de leurs terres en Alabama et en Géorgie. 1817. Le président Monroe, le ministre de la guerre Calhoun et le général Andrew Jackson insistent pour que les Indiens soient transférés à l'ouest du Mississippi. 1814 à 1818. Première guerre séminole, Floride. 1819. Traité Adams-Onis, l'Espagne cède la Floride aux États-Unis. 1820. Missouri compromise. 1821. Sequoyah, Indien Cherokee, met au point un alphabet. Dès 1828, un journal hebdomadaire, le Cherokee Phoenix, est publié en cherokee et en anglais. 1823. Doctrine de Monroe et isolationnisme. 1824. Création du Bureau des Affaires indiennes, ministère de la Guerre. 1827. Promulgation de la Constitution Cherokee. Découverte de gisements d'or en Géorgie. 1828. Tariff of Abomination et sécession de la Caroline du Sud. 1830. Adoption par le Congrès de l'Indian Removal Bill, proposé par Jackson, qui prévoit la déportation des 5 tribus civilisées dans le territoire de l'Oklahoma. 1831. Célèbre arrêt de la Cour suprême Cherokee Nation v. Georgia. Les tribus indiennes sont définies comme des nations domestiques dépendantes. 1835 à 1842. Deuxième guerre séminole. 1838. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.